Les États du Golfe, eux aussi, doivent reconnaître la réalité. Autrement dit, ils ne peuvent pas miser sur un cheval perdant. Et si on prend un peu de recul, le détroit de Malacca, l'Iran, tout ça joue un rôle central, non seulement dans l'économie américaine, mais aussi dans l'économie mondiale. Depuis 1971, quand les États-Unis ont abandonné l'étalon or, ils l'ont en quelque sorte remplacé, en 1973, par le pétrodollar, en faisant vendre le pétrole des États du Golfe en dollars américains. Aujourd'hui, ce système fait tout tourner. Il finance même l'intelligence artificielle américaine dans la rivalité avec la Chine. Alors, quelles pourraient être les répercussions ou les conséquences de tout ça? Parce que ça dépasse largement le simple différend entre les États-Unis et l'Iran. Ça peut, à vrai dire, ébranler toute l'économie mondiale et même l'Empire américain lui-même. Oui, c'est possible. Mais laissez-moi être clair. Laissez-moi, un instant, me mettre dans la peau d'un économiste avec vous. Tout ça, ce qu'on pourrait appeler le Sturm und Drang, cette vieille expression allemande. La Chine, d'après ce que je vois, reste un spectateur amusé. Elle est occupée à faire croître son économie et sur le long terme, ça lui a apporté tous les avantages imaginables. Elle ne se fait pas bombarder. Elle ne gaspille pas ses ressources à bombarder qui que ce soit. Elle renforce son armée et elle aurait tort de ne pas le faire. Elle en a les moyens et elle continue de se développer. Je veux rappeler à tout le monde que l'Iran fait partie des BRICS. L'Iran vient de gagner une guerre qui n'était pas seulement contre l'Iran. Comme tout le monde le sait, pas plus que l'Ukraine n'est seulement une affaire ukrainienne. C'est une guerre entre la Russie et l'Occident. Et d'une certaine manière, l'Iran, c'est un affrontement entre les BRICS, donc la Chine et ses alliés d'un côté, et les États-Unis et leurs alliés de l'autre. On le voit bien, si ce n'était pas déjà évident, le G7 est réuni en ce moment, près de Genève en Suisse, depuis quelques jours, et il tâtonne sans trop savoir quelle direction prendre. Les pays ont annoncé leur soi-disant soutien aux États-Unis. Moi, je trouve ça sidérant. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dans les documents et pourtant ils décident de les soutenir. C'est le comportement de quelqu'un qui sert. C'est une mentalité de serviteur. Donc, on vous dit qu'ils pensent toujours devoir garder leur ancienne position d'alliés des États-Unis, peu importe la façon dont les États-Unis les traitent. Vous donnez même une leçon aux démocrates en leur montrant qu'il n'est pas nécessaire de chercher un compromis avec les Européens, qu'il suffit de leur donner très peu et qu'on peut leur prendre pas mal de choses. Je veux dire, si on comprend bien la logique, l'une des raisons pour lesquelles on voit cette russophobie, c'est qu'elle permet de créer une sorte de soutien étrange aux États-Unis pour ce type d'hostilité. Et c'est ça qui maintient un peu de soutien ici aux États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas tellement peur de la Russie en elle-même, mais plutôt de la connexion entre la Russie et la Chine. Et les Européens, eux, sont un peu utiles pour détourner une partie de cette inquiétude. Mais à part ça, c'est une démonstration de l'émergence des BRICS. Je pense qu'on va voir des États du Golfe, des pays asiatiques, qui hésitaient jusque-là à se rapprocher des BRICS, hésiter beaucoup moins. Ils vont comprendre qu'on peut répéter autant qu'on veut comme ils le font, que les BRICS ne sont qu'une association économique, pas une alliance militaire. Mais on ne peut pas tracer une frontière aussi nette. L'Iran en a profité, non seulement grâce au soutien évident qu'il a reçu de la Russie et de la Chine, mais aussi parce qu'il faisait partie des BRICS. Il y a toutes sortes d'avantages, directs et indirects, dont l'Iran a pu bénéficier. S'il n'en avait pas fait partie, il aurait sans doute reçu beaucoup moins de soutien. Qui sommes-nous pour dire sans vraiment savoir à quel point tout ça était important?
C'est un risque qu'aucun gouvernement ne pourrait se permettre de prendre. On veut ce soutien autant qu'on peut en obtenir. Donc oui, je pense que ça change l'équilibre entre les BRICS, comme alliance d'un côté, et le G7 de l'autre. Le G7 me paraît de plus en plus faible, alors que les BRICS deviennent de plus en plus forts. Et cet événement avec l'Iran en est une nouvelle preuve. L'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite sont maintenant les grands pays. Et vous savez, l'Arabie saoudite et l'Iran font déjà partie des BRICS. La Turquie, pas encore, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Et la façon dont ils vont gérer ça, est-ce qu'ils resteront dans l'OTAN? Est-ce qu'ils en sortiront? L'ambiguïté du dialogue entre la Turquie musulmane et l'Europe chrétienne, tout ça plane en arrière-plan et rend la situation encore plus complexe. Et si les États-Unis se détachaient d'Israël, laissez-moi préciser ce point, j'ai vécu, comme je l'ai dit, toute ma vie aux États-Unis. Et pendant tout ce temps, le soutien à Israël a été largement majoritaire. Cela tient à un vieux problème d'antisémitisme aux États-Unis, un problème qui persiste et qui a provoqué, disons, une réaction inverse depuis plus d'un siècle chez des gens qui estiment qu'il est important de ne pas retomber là-dedans, de ne pas aller dans cette direction. Et puis il y a l'empathie et la compassion pour ce qui s'est passé pendant la Shoah avec les nazis, tout ça. Donc, on avait cette idée d'Israël comme d'un effort courageux mené par les victimes d'un génocide qui tentait de se reconstruire. Et puis des phrases comme « un peuple sans terre trouve enfin une terre sans peuple » et ainsi de suite. Sans trop regarder les choses de près, on pouvait y croire. Même si ça n'a jamais été vrai, on pouvait y croire. Et je regrette qu'à aujourd'hui, que l'écriture d'austérité aux États-Unis n'est plus favorable. Israël est la majorité du peuple américain. Oui, tout à fait. Et cela malgré la proximité politique entre les deux pays, leur coopération militaire, et le fait que probablement, sinon le plus grand, du moins l'un des 5 plus puissants groupes de lobbying politique et financier du pays, l'AIPAC, intervient dans presque toutes les élections, pas seulement au niveau fédéral, mais souvent aussi au niveau des États, en essayant d'influencer la politique pour qu'elle reste favorable. Tout cela est aujourd'hui plus faible que je ne l'ai jamais vu de mon vivant. Et ça veut dire que le problème israélien, ce n'est pas seulement la catastrophe de ce qui s'est passé avec l'Iran, ce qui est essentiel, mais que cela arrive en même temps qu'aux États-Unis, l'opinion a basculé. Je ne pense pas, enfin, qui sait, mais je ne crois pas que ça reviendra. Le sens du changement, à mon avis, ne va pas s'inverser de sitôt. Je vais vous donner un exemple. Je vous parle depuis New York, là où je vis, là où je suis en ce moment. En novembre dernier, on a élu un nouveau maire, un jeune homme sympathique qui s'appelle Zohran Mamdani. C'est un musulman, un socialiste, c'est comme ça qu'il se définit. Et à la question d'un journaliste, « Que ferez-vous si Benjamin Netanyahou vient à New York ?» Il a répondu, « Je le ferai arrêter. » Vous voyez, on parle ici de la plus grande communauté juive des États-Unis, juste ici à New York. Et la majorité d'entre eux ont voté pour lui. Et ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos du refus de faire partie des anciens appareils républicains et démocrates. Et c'est ça la réalité de ce pays. Ce serait une erreur. Et je le dis à mes collègues dans le domaine des relations internationales, des gens que j'admire et que je respecte, comme John Mearsheimer, des personnes que vous connaissez et avec qui vous travaillez aussi. Je comprends la logique de la politique des grandes puissances, mais ce serait une erreur de ne pas toujours se demander pourquoi les grandes puissances agissent comme elles le font. Ce n'est pas seulement à cause de la nature particulière de leurs relations. C'est aussi, et souvent surtout, le reflet de ce qu'il y a en dessous, de ce qui doit être analysé et pris en compte.
evaluated and taken too. Capitalism in this country is in trouble. Le capitalisme dans ce pays est en difficulté. Le déclin de cet empire entraîne aussi la chute du système économique dont il était, après tout, l'expression. Ça ne devrait surprendre personne. Et la remise en question du capitalisme est aujourd'hui plus forte que jamais dans ma vie. C'est déjà un grand changement, et ça le devient encore plus quand la ville de New York élit un socialiste. Un socialiste que Jamie Dimon, le patron de notre plus grande banque, JP Morgan Chase, doit ensuite ménager parce qu'il s'inquiète un peu de la direction que tout ça pourrait prendre. Et il a bien raison de s'en inquiéter. As he should be.